Destruction de commerce anarchique ce matin à Port-Bouët et à Beaunois. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement affiche sa fermeté. Les acteurs de la santé publique appellent à une action urgente pour lutter contre le cancer chez l'enfant. En Côte d'Ivoire, de 2012 à 2015, plus de 26 000 cas ont été enregistrés. En Afrique du Sud, on ira à la découverte du quagga. L'animal qui avait disparu il y a plus d'un siècle est de retour. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Alors, Anou Loto était ce matin sur le terrain à Port-Bouët et à Beaunois. C'était une tournée de prospection. Mais à la vue du désordre, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement a tout de suite procédé à la destruction de plusieurs commerces anarchiques. Les conducteurs de sable ont écopé quant à eux de contraventions pour chargement non couvert. Le point avec Alexis Ouedraogo. Anou Loto à nouveau sur le terrain. Route de Bassam, 2 escales pour constater l'avancée des travaux de construction d'un centre de groupage d'ordures et surtout voir de plus près l'état de la baie marine. Après les opérations de déguerpissement, le bord de mer se transforme en dépotoir. Un syndicat de transport en commun y a même posé ses valises. Il faut créer des nuisances sur l'autoroute. Parce que l'autoroute, là, c'est fait pour ne pas s'arrêter. C'est pour ça que tout ce monde a été déguerpi. Et maintenant, vous venez vous installer ici. Ici, là, ce n'est pas possible. La ministre estime que l'implication de certains ministères est indispensable. Une action concertée pour plus d'efficacité. 10 heures, cap sur Beaunois, où la phase pratique du groupage d'ordures est déployée. Abiba habite à quelques mètres de l'un de ces dépôts. Leur présence a amélioré son quotidien. Moi, je m'installe ici. Là, c'est moi là-bas, elle est propre. Là, mes enfants ne sont pas malades. La formule de tri intégrée à la base du système permet d'explorer la possibilité de compostage, une solution que veut expérimenter le ministère. De retour sur Abidjan, une halte imprévue. Anou Loto voit des étals anarchiques. La descente est musclée. Fatim, commerçante, dit avoir conscience du désordre qu'elle occasionne. C'est qu'on soit là, c'est vraiment bien. Mais on va essayer, on va quitter ici. On va chercher l'autre coin pour s'asseoir là. Pas de temps pour les repentances. Anou Loto fait arrêter 3 camions chargés de sable. Le mauvais conditionnement de leur chargement engendre de lourds frais en matière de nettoyage des rues. Tout le sable qu'il a là, c'est eux. Mais et que ça verse la route. Quand ça verse, que ça salit la route. C'est pas beau, mais donc vous faites quoi pour empêcher que ça ne salisse la route? Il faut couvrir. C'est pas possible parce que ramasser les ordures, ça coûte cher. Hein? Ils serviront d'exemple, de lourdes amendes leur seront infligées. Anou Loto invite les populations à des actes responsables. La question de la propreté mérite d'être revisitée par les Ivoiriens. Notre cadre de vie n'est pas du tout beau, il n'est pas propre. Et nous devons très rapidement nous engager tous à faire en sorte que nos villes soient propres et très propres. Il y a des gestes simples. Ne pas nous débarrasser de nos déchets que nous produisons dans la rue. Il faut toujours chercher à trouver donc un bac à ordures, une poubelle. Et quand on n'en a pas, on conserve ce sachet. On attend simplement de rentrer chez nous et puis de le mettre à la poubelle. La rue n'est pas une poubelle. Et la ministre promet plus d'actions terrain du genre. La bataille pour la salubrité est engagée. La ministre est donc de retour. Les impacts des polluants organiques persistants sur la santé et l'environnement. Le sujet était récemment au centre d'un atelier. Il s'agissait pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable de permettre aux enseignants et élèves d'en savoir plus sur ces molécules toxiques qui résistent à la dégradation et qui s'accumulent dans les tissus vivants, notamment dans le cerveau et le foie. Herman Yamia. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les polluants organiques persistants, appelés POPs, causent 250 000 décès accidentels par an et près de 3 millions de personnes souffrent de maladies chroniques graves dans le monde, surtout dans les pays en développement. Les pays en développement sont particulièrement exposés aux risques que représentent les POPs parce qu'ils n'ont pas accès aux technologies et moyens de contrôle et de suivi. En Afrique, par exemple, pas moins de 50 000 tonnes de pesticides périmés contaminent le sol, l'air, l'eau et les sources d'aliments. Un polluant organique persistant, c'est un produit chimique qui vérifie 4 propriétés, 4 critères. Il est dangereux pour l'homme et l'environnement. Ces pesticides se trouvent souvent à proximité des populations, notamment les plus pauvres.
Cette formation à l'intention des enseignants et élèves de l'enseignement secondaire général vise donc à les sensibiliser afin de leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des impacts sanitaires et environnementaux des POPs pour mieux assurer le relais dans leur milieu respectif. Les enseignants, ce sont des éducateurs. Et les élèves, ils sont à bas âge. Donc si on leur donne déjà cette information, nous espérons que quand ils vont arriver à la vie active, nous aurons déjà atteint nos objectifs. Nous avons retenu que les POPs, les polluants organiques persistants, sont vraiment des produits qui sont à la fois toxiques et qui ont une influence sur la santé. Et pour cela, il faut d'abord les connaître et connaître leurs effets. Arrivé, comme on appelle, à l'école, nous allons d'abord rencontrer les responsables de l'établissement, leur faire part de ce que nous avons appris ici. Puis bon, ensemble, là, on va trouver les moyens de pouvoir informer les autres. La Côte d'Ivoire a signé la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants le 23 mai 2001 et l'a ratifiée le 20 janvier 2004. Ils sont plus de 250 000 dans le monde, ces enfants atteints de cancer. En Côte d'Ivoire, de 2012 à 2015, plus de 26 000 cas ont été enregistrés. La situation est critique. Les acteurs de la santé publique appellent à une action urgente. Doigt des lasers. Petit Jean-Marc Salikou ne peut plus se tenir debout sur ses membres inférieurs. Il souffre du cancer ombilical, une maladie qui a paralysé ses deux pieds. Ça fait 2 mois, nous sommes au CHU ici. Les besoins sont coûteux. On a fait une IRM. La petite Hélène Amena Ndri, elle, n'a qu'un seul œil pour voir. Dans le noir là, il y a un petit blanc. Non, les gens disent c'est cataracte. Comme nous, on ne connaît pas, on n'a jamais vu ça aussi. On est parti à l'hôpital, c'est ça, le docteur nous a dit c'est une tumeur. Tumeur de l'œil, du pourtour de l'oreille ou de la joue, autant de cancers dont souffrent plus de 250 000 enfants dans le monde. En Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 2600 enfants malades du cancer ont été enregistrés de 2012 à 2015. Le cancer de l'enfant est devenu un problème dans le monde entier. Le taux de guérison se situe entre 10 et 30%. C'est une tragédie. Cette journée est pour nous l'occasion de vous réitérer notre engagement à poursuivre inlassablement nos efforts pour une intervention efficiente et plus efficace. Se serrer les coudes pour vaincre le cancer de l'enfant en Côte d'Ivoire, les maîtres mots de Yolande Bakayoko, la marraine de la célébration de la Journée internationale du cancer de l'enfant au CHU de Treichville. La plus grande preuve d'amour, c'est de les emmener à l'hôpital. Nous devons tous être solidaires pour soulager nos enfants et leur permettre de recouvrer totalement la santé. Plus de 100 000 enfants atteints de tumeurs de l'œil, ombilical ou du pourtour d'oreille, perdent la vie dans le monde chaque année. 4 enfants sur 5 peuvent guérir de la maladie si elle est diagnostiquée et traitée à temps. Alors, rectificatif concernant le cancer chez l'enfant en Côte d'Ivoire, de 2012 à 2015, plus de 2600 cas ont été enregistrés. Direction le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Bono, dans le département de Boisflé, où les populations n'ont toujours pas de véritable marché. C'est l'artère principale de la ville qui tient lieu de cadre de transaction. Mais l'espoir pointe à l'horizon. La mairie annonce pour bientôt la construction des marchés modernes. Trottoirs entièrement occupés, chaussées obstruées par les commerçants. Nous sommes sur la nationale A4 qui traverse la commune de Bono, dans la région de la Makaoué. Cette scène s'offre aux usagers de la route chaque vendredi, le jour de marché de Bono. En 2015, l'occupation de cette voie par les commerçants a causé 5 morts et plusieurs blessés. La route est devenue un centre commercial. Les vendredis, les artères, quand tu passes là, il y a toujours d'accidents, il y a mort d'hommes. C'est regrettable. Le vendredi, c'est un calvaire. Justement, le ministre Ahmed Bakajou un jour a interpellé le commandant de brigade pour lui dire de dégager ce marché, parce que chaque fois, chaque vendredi, il y a moins d'accidents et il y a une mort. Cette situation est le résultat de l'absence de marché dans cette localité. Pourtant, à l'actif de Bono, 80% de la production de cacao et de café de la région de la Baraoui. Bono reste l'un des greniers en matière de vivrier en Côte d'Ivoire. Nous voulons un marché couvert, un bon marché. Parce que partout dans les villes, il y a des marchés. Les gens viennent ici, c'est grâce à nous, les gens d'Abidjan mangent. Les gens de la ville mangent. Mais pourquoi pas? Bono ne peut pas avoir le marché. C'est une ordure, ce marché-là. Il y a tout dedans. Il y a les eaux usées qui coulent. Et quand il pleut, non, on ne peut pas marcher.
Le manque de marché à Bono n'est pas la préoccupation des autorités municipales seulement. Quand il pleut, ça nous fatigue. L'eau passe dans le marché, un nouveau marché, bien fait. Heureusement, cette situation est en passe de trouver une solution. En effet, le conseil municipal vient de donner quitus à la municipalité pour la construction des marchés modernes. Que quelqu'un accepte de venir investir 3 milliards de nos jours au profit de Bono, c'est une chance qu'il faut attraper. C'est ce que le conseil a compris effectivement en m'autorisant de réaliser. Une décision saluée par l'ensemble des chefs traditionnels et coutumiers de Bono. On reste dans le milieu rural, on va s'intéresser à présent à cette formation relative à l'alphabétisation. 30 animateurs issus de 10 localités productrices de cacao ont reçu les rudiments pour alphabétiser 1000 autres producteurs. Reportage Kwadio Kwame et Soro Corona Mamadou. En Côte d'Ivoire, le taux de l'alphabétisation est estimé à 45%. Toujours selon les données de l'INS, Institut national de la statistique en milieu rural, seulement une personne sur 3 savait lire, calculer et écrire en 2015. Une situation qui a des répercussions négatives sur l'activité agricole, activité motrice de l'économie ivoirienne. Pour permettre aux producteurs de cacao de se familiariser avec les chiffres et les lettres, l'ONG CARE International a initié un projet. 30 animateurs d'alphabétisation issus de 10 localités productrices de produits de rente sont formés. L'objectif spécifique visé, c'est que dans chaque village, il faut qu'il y ait 6 mois après ou 1 an après, au moins 100 personnes alphabétisées. Et ce sont des zones qui sont fortement rurales, où le plus souvent, pour trouver quelqu'un qui arrive à lire et écrire, ce n'est pas toujours évident. Durant 10 jours, ces alphabétiseurs ont appris à travers les positions du pilon, de la calebasse et du citron, comment former des adultes. Ces connaissances-là, nous allons les mettre au profit de nos parents qui sont dans les villages. On va recruter les personnes à qui cette formation est destinée. Par ces objets et récipients utilisés au quotidien, la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle veut faciliter l'apprentissage de ces personnes adultes. Les 30 participants à ce séminaire sur la méthodologie de l'alphabétisation en milieu rural ont reçu leur attestation de fin de formation. On parle du quagga, c'est cet animal qui ressemble au zèbre, sauf qu'il possède moins de rayures. Victime des chasseurs, l'animal avait disparu il y a plus d'un siècle. Grâce à des scientifiques, le quagga signe son retour, notamment en Afrique du Sud. Ces zèbres n'ont pas perdu leurs rayures, ce sont des quaggas. Depuis le 19e siècle, cette sous-espèce du zèbre a disparu de la surface du globe. Chassé par les colons qui décimaient la faune africaine, le quagga n'existe plus. Le dernier spécimen est mort aux eaux d'Amsterdam en 1883. Mais à 2 heures au nord du Cap, un petit groupe de scientifiques assure avoir réussi à recréer cet animal disparu. On essaye en quelque sorte de réparer les dégâts écologiques qui ont été faits il y a longtemps. Et on essaye d'obtenir une petite population d'un animal emblématique qui vivait en Afrique du Sud. Depuis 30 ans, le projet Quagga a sélectionné des spécimens particuliers de zèbres. L'objectif, obtenir un animal qui ressemble parfaitement à celui qui peuplait les plaines sud-africaines il y a quelques siècles. On fait un élevage sélectif. On cherche activement les zèbres qui ont peu de rayures et on les met ensemble dans un groupe. On concentre les gènes sans rayures et ainsi chaque génération a de moins en moins de rayures. Certains détracteurs estiment qu'il n'est pas nécessaire d'interférer avec la nature et que ces expériences ne permettront pas d'obtenir un vrai quagga. Et les scientifiques défendent leur projet. L'ADN montre qu'il s'agit de la même espèce que les zèbres de plaine. Ils sont identiques. C'est comme une variété ou une sous-espèce des zèbres de plaine, mais pas une espèce différente. Si cela avait été le cas, alors ce projet n'aurait pas pu être justifié d'un point de vue scientifique. Difficile de contester les résultats. 100 animaux sont déjà nés depuis le lancement du projet et la 5e génération affiche une ressemblance frappante avec les zèbres disparus. Dans un avenir lointain, ces quaggas du 21e siècle pourraient repeupler les plaines sud-africaines.
Et on termine sur ces images. Au Nigeria, Boko Haram frappe de nouveau et fait 22 morts. Les attaques du groupe islamiste ont visé samedi 2 villages isolés du nord-est. Les assaillants qui sont arrivés à bord de minibus et à vélo dans les villages de Yakari et Kaifa ont également pillé ces localités. Mardi dernier, 58 personnes avaient été tuées dans un double attentat suicide perpétré par 2 femmes kamikazes dans les camps de déplacés de Dikwa. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.